Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Clés du Trésor. Nous sommes très heureux de l'accueillir sur le sujet de l'épargne des Français. Alors, c'est un sujet qui suscite beaucoup de questions, de débats, à la fois sur le plan assez conjoncturel, puisqu'on a eu le taux d'épargne qui est resté très élevé depuis la crise sanitaire, qui a encore augmenté au premier trimestre. Donc, on essaiera de fournir les clés d'explication de pourquoi le taux d'épargne est-il si élevé et à quoi peut-on s'attendre pour l'avenir. Et sur un plan plus structurel, on s'intéressera à l'allocation de l'épargne des Français, que finance l'épargne des ménages français qui est abondante et l'épargne des ménages européens plus généralement, et qu'est-ce qui est fait pour essayer de mieux l'orienter vers le financement de l'économie productive, de l'innovation, des investissements réels. Alors, je signale juste, peut-être en préambule aussi, que vous aurez la possibilité de poser des questions tout au long de cette présentation. Il y a un onglet questions qui doit apparaître sur votre écran. Vous pouvez poser des questions au fur et à mesure de la présentation et nous garderons un temps à la fin pour y répondre. Donc, nous verrons vos questions au fur et à mesure, nous les garderons pour la fin, mais nous allons bien y répondre à la fin. Alors, je vais passer la parole à mes collègues pour commencer la présentation. Ah, voilà, qui sont revenus. Donc, je vais passer tout de suite la parole à mes collègues pour vous présenter d'abord les aspects plus conjoncturels et les explications du taux d'épargne avant de s'intéresser aux questions d'allocation. C'est à vous. Bonjour à tous, merci Dorothée pour cette introduction. Donc, pour commencer sur le taux d'épargne en France, pour faire un bref aperçu de ce qui s'est passé. Donc, hors crise sanitaire, le taux d'épargne des ménages atteint un niveau inédit depuis plus de 30 ans en 2024. Alors qu'il était stable autour de 14-15% depuis les années 1990, le taux d'épargne des ménages français est nettement supérieur à ce niveau historique depuis 2020. Le taux d'épargne avait fortement augmenté lors de la crise sanitaire en raison des contraintes pesant sur la consommation. Le confinement étant un épisode exceptionnel et particulier, la normalisation des comportements de consommation s'est ensuite opérée à la réouverture de l'économie. Toutefois, le taux d'épargne n'est pas redescendu rapidement et en 2022, le déclenchement de la guerre en Ukraine et la crise inflationniste limitent fortement son reflux. Il finira même par augmenter en 2024 pour s'établir à plus de 3 points au-dessus de sa moyenne historique. Ainsi, en France, l'épargne des ménages a augmenté et puisqu'on constate qu'il ne s'agit pas d'une épargne immobilière, c'est une épargne financière. À noter que ce constat de la hausse du taux d'épargne n'est pas un phénomène isolé en Europe. L'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie ont également constaté une hausse du taux d'épargne des ménages. On peut alors se poser la question suivante. Existe-t-il des mécanismes qui enrayent le retour du taux d'épargne à ses niveaux d'avant-crise sanitaire, ou bien les comportements de consommation des ménages français ont-ils structurellement changé ? Sans écarter la seconde hypothèse, nous identifions plusieurs explications au maintien d'un taux d'épargne élevé en France. Premièrement, avec l'épisode inflationniste et la remontée des taux, les revenus du patrimoine ont augmenté bien plus vite que les autres revenus. Tout d'abord, rappelons qu'un choc de pouvoir d'achat crée un surplus temporaire d'épargne en raison du lissage de la consommation. Effectivement, dans la plupart des modèles économétriques de prévision, dont le modèle Opal utilisé par la DG Trésor pour ses prévisions, l'équation de consommation des ménages intègre un retard d'ajustement de la consommation après une hausse du revenu disponible brut. Une hausse de 1 point du RDB réel se traduit ainsi par une hausse de seulement 0,54 points de la consommation après 4 trimestres, le reste de surcroît de revenus étant consommé plus tardivement. La très forte hausse du pouvoir d'achat en 2024, qui a cru de 2,5%, alors qu'on constate plutôt une croissance de plus 1% en moyenne sur la période 2010-2019, peut ainsi expliquer une partie de la hausse du taux d'épargne. Deuxièmement, la composition du revenu joue un rôle dans la hausse passée du taux d'épargne. La structure du revenu s'est déformée en faveur des revenus de la propriété entre 2019 et 2024, ce qui reflète à la fois la hausse des taux d'intérêt et le dynamisme des dividendes versés par les sociétés. La progression des revenus du patrimoine est particulièrement bien illustrée sur le graphique projeté à l'écran. Or, ce sont des revenus qui sont peu consommés. Plusieurs travaux empiriques considèrent que la propension à consommer les revenus financiers est quasi nulle. Cela peut s'expliquer à la fois par leur moins de liquidité, mais aussi par leur concentration au sein des ménages en haut de la distribution des revenus, qui ont globalement une propension à consommer plus faible que le reste de la population. Enfin, concernant les prestations de retraite, l'INSEE a consacré récemment à encadrer dans sa dernière note de conjoncture sur les revenus des retraités, clients de la Banque Postale dans cet échantillon étudié,
Et donc, ils contribuent ainsi pour 2/3 à la hausse du taux d'épargne entre 2023 et 2024. De manière plus globale, l'INSEE, dans sa note, fait le constat que le revenu disponible des ménages augmente, tandis que les dépenses de consommation ne suivent pas. Deuxièmement, le choc d'inflation ressenti versus l'inflation mesurée. À noter que donc l'inflation en elle-même est un déterminant du taux d'épargne. Et plus particulièrement, le choc d'inflation passé a eu des conséquences sur les comportements de consommation et d'épargne, au-delà de son seul effet sur le pouvoir d'achat. D'une part, la forte hausse de l'inflation a pu conduire les ménages à épargner davantage pour maintenir la valeur réelle de leurs actifs financiers, ce qu'on appelle leurs encaisses réelles. D'autre part, le choc inflationniste a pu accentuer les comportements de précaution, compte tenu du caractère inhabituellement intense de cet épisode. Enfin, les ménages ont ressenti l'inflation plus fortement et durablement que celle mesurée par les statistiques, comme cela est montré sur l'écran. Sur la zone euro, cela s'est traduit par un pic d'écart de 17 points. Bien qu'il se résorbe progressivement, l'écart reste conséquent. Actuellement, l'écart est encore très élevé, à près de 12 points. Enfin, les motifs de précaution. L'épargne de précaution ne devrait pas baisser à court terme. La montée des incertitudes économiques depuis 2022, avec un pic à la mi-2024, a également soutenu l'épargne de précaution. Ainsi, par exemple, les craintes sur le chômage, qui peuvent être liées aux incertitudes internationales ou à des causes plus domestiques, ressurgissent et limitent les possibilités de baisse de l'épargne de précaution à court terme. D'après la dernière note de conjoncture de l'INSEE, plus de la moitié des épargnants déclarent mettre de l'argent de côté pour se protéger en cas de coup dur, et 7 ménages sur 10 déclarent limiter leur consommation. Concernant la prévision, certains facteurs ayant enrayé la baisse du taux d'épargne devraient cesser de jouer en 2025. La déformation de la structure du revenu en faveur des revenus de propriété devrait s'atténuer. On peut espérer que sur les aspects d'inflation, les comportements de consommation perturbés par le choc inédit d'inflation se normalisent aussi avec le ressenti des acteurs. En revanche, si l'incertitude persiste, les comportements de précaution continuent de nourrir l'épargne. Notre dernière prévision, celle du RA en avril 2025, prévoyait une légère baisse du taux d'épargne en 2025. Depuis, les informations nouvelles publiées par l'INSEE font état d'une hausse du taux d'épargne au premier trimestre à 18,8%, un niveau exceptionnellement haut comme présenté tout à l'heure. D'après l'INSEE, le taux d'épargne devrait baisser dans le courant de l'année 2025 par rapport aux résultats du premier trimestre. Ainsi, en moyenne sur l'année, le taux d'épargne atteindrait 18,2%. L'INSEE met en avant un rééquilibrage des gains de pouvoir d'achat vers les revenus d'activité qui sont davantage consommés. Nos facteurs justifiant une baisse du taux d'épargne en prévision dans le RA restent valables, avec toutefois une incertitude sur le comportement de précaution des ménages qui reste élevé. Merci beaucoup, Laura. Tu nous as expliqué que effectivement, les facteurs qui pouvaient contribuer à cette hausse du taux d'épargne des ménages français qui atteint 18,2% au terme 2025, 18,8 même. Donc ce taux d'épargne abonde, c'est un flux qui abonde en stock le patrimoine des ménages français. Le patrimoine des ménages est composé à 40% de patrimoine mobilier, le reste étant le patrimoine immobilier. Et c'est bien ce patrimoine mobilier qui nous intéresse, et en particulier le patrimoine financier, puisque cette épargne financière a en particulier augmenté depuis la crise sanitaire. La question se pose de l'allocation de ce stock, la structure de ce stock, c'est-à-dire comment est-ce que les ménages dans leur ensemble ont alloué leur épargne financière, le stock de placement financier. En l'occurrence, les ménages français allouent à part égale leur patrimoine financier en dépôt bancaire, en assurance vie et fonds de pension, et en titres financiers plus généralement. Vous pouvez voir les assurances vie et fonds de pension en vert à gauche de ce cercle d'allocation du patrimoine financier des ménages, les dépôts en haut à droite en rouge, et enfin des titres extrêmement hétérogènes, actions cotées et non cotées, parts de fonds d'investissement et autres participations des ménages en dessous. D'après les données fournies par la comptabilité nationale, le patrimoine financier des ménages en France s'élève à environ 7 000 milliards d'euros à la fin 2024. C'est des montants qui sont importants puisque c'est un encours qui est constitué par un flux d'épargne important.
Il est, comme je vous disais, réparti équitablement en monnaie et dépôt, donc toujours en rouge, à 33%, en assurance vie et épargne retraite à 33%, et en actions, part de fonds et autres participations. On remarque ici, dans les 30% de dépôt, une part importante de l'épargne réglementée. Et cette partie, c'est une partie de l'épargne des ménages qui est garantie et qui est extrêmement liquide. Il est important de souligner en bas de ce graphique que les titres financiers comportent des actions cotées et non cotées et d'autres participations qui recouvrent des participations extrêmement hétérogènes. Donc, il convient de prendre avec précaution ces chiffres de la comptabilité nationale puisque les autres participations ou les actions non cotées recouvrent des choses extrêmement différentes comme des titres dans une enveloppe type PEA ou encore le patrimoine professionnel de certains ménages qui détiennent des commerces en passant par les SCI, par exemple, quand celles-ci ont un numéro SIREN. De manière générale, l'allocation de l'épargne reflète le comportement prudent des ménages français, qui sont attentifs rationnellement à la fiscalité, à la garantie du capital et aussi à la liquidité des produits. L'épargne est donc majoritairement investie sur des dépôts bancaires, comme on l'a vu, ou des instruments financiers très liquides et peu risqués, notamment les ménages français privilégient de l'assurance vie non unité de compte, c'est-à-dire de l'assurance vie en fonds euros. Toutefois, ces placements, certes liquides et garantis pour une grande partie, financent directement ou indirectement l'économie. Directement lorsque les ménages achètent des actions et des obligations ou font des prêts, même si c'est plus rare, mais surtout via les institutions financières, dont c'est le travail de faire des prêts et aussi d'investir sur les marchés. Pour une meilleure compréhension de cette allocation finale du patrimoine des ménages, c'est-à-dire derrière les institutions financières, que font ces institutions financières du patrimoine financier des ménages et où va-t-elle? Est-ce qu'elle va en obligation, en action ou en prêt, on peut faire une mise en transparence hypothétique de l'épargne des ménages. Donc, ce graphique avec énormément de flèches n'est pas si compliqué si on le prend de gauche à droite. Cette épargne financière, donc, d'un montant de quasi 7 000 milliards d'euros fin 2024, finance l'économie directement via des intermédiaires financiers. L'idée, en fait, de ce graphique est de révéler le processus par lequel l'épargne financière des ménages finance l'économie via les institutions financières. C'est vraiment la détention finale qu'on cherche à comprendre. On peut s'intéresser d'une part à la partie basse de la deuxième colonne, donc plutôt les dépôts bancaires. Ces dépôts bancaires correspondent aux passifs des banques commerciales. Et une partie de l'épargne réglementée est centralisée par le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts. Ces établissements accordent essentiellement des prêts, en effet, ce sont des établissements de crédit, mais ils sont aussi actifs sur les marchés en achetant des obligations, notamment des obligations souveraines, comme vous voyez dans la dernière colonne, puisqu'il y a une partie des obligations qui sont des obligations souveraines. La plupart, c'est des OAT, des obligations souveraines françaises. Ensuite, on peut s'intéresser aux compagnies d'assurance et aux fonds de pension. On a vu dans le précédent graphique que les ménages français placent leur épargne financière davantage auprès d'assurance vie que des fonds de pension. C'est notamment dû au système de retraite français. Ces compagnies d'assurance et fonds de pension, dans une moindre mesure, captent aussi une bonne partie de l'épargne des ménages. Ils sont aussi actifs sur les marchés financiers, en particulier sur le marché obligataire. On peut voir que 60% en fait, de l'actif des assureurs est dirigé vers des obligations, en particulier des obligations souveraines à nouveau. Mais les assureurs passent aussi par des fonds, et ces fonds sont eux-mêmes actifs sur les marchés et financent l'économie. Après une mise en transparence théorique, donc c'est un exercice qui consiste à appliquer les ratios bilanciels aux institutions financières qui hébergent les placements financiers des ménages, on peut conclure que le patrimoine financier des ménages finance pour 20% des prêts, 30% des obligations et 40% des actions et autres participations. À nouveau, il faut souligner que les actions et autres participations sont extrêmement hétérogènes, c'est pourquoi on les distingue dans différentes petites cases en haut de la dernière colonne. Les placements finaux en actions représentent beaucoup en milliards d'euros, mais c'est, comme on l'a dit, la participation des ménages dans leur propre entreprise pour une grande partie d'entre eux. Il est intéressant aussi de comparer cette allocation du patrimoine financier des ménages français avec l'allocation des ménages européens. L'allocation des ménages européens, c'est dans le cercle extérieur que vous voyez sur le graphique, tandis que l'allocation française est dans le cercle intérieur. Il est intéressant de souligner, c'est des choses qui s'expliquent assez facilement, de souligner que, comme on l'a dit, les ménages français placent moins dans des parts de fonds d'investissement, mais aussi des fonds de pension, et placent davantage auprès d'assurances vie, notamment des assurances vie en fonds euros. Toutefois, la part de l'épargne réglementée, l'attractivité de l'épargne réglementée n'émerge pas particulièrement par rapport aux autres ménages de la zone euro qui placent eux aussi un tiers de leur épargne financière sur des placements bancaires, des dépôts.
Enfin, on peut conclure donc qu'il y a une épargne, que l'épargne des ménages grandit, que notamment l'épargne financière augmente depuis la crise sanitaire et que cette épargne abonde un patrimoine financier qui finance l'économie, que ce soit directement ou via des institutions financières. Et il est essentiel de souligner ce point car les besoins de financement et d'innovation vont grandir pour financer notamment la double transition, qu'elle soit écologique ou numérique, mais aussi la base industrielle de technologie et de défense qui peut avoir besoin d'investissements à l'avenir. Merci Alizée. Et du coup, pour compléter le propos, l'enjeu qu'on constate en Europe et qui amène à s'interroger sur les objectifs d'allocation de l'épargne des ménages, c'est que la zone euro souffre d'un déficit d'investissement et d'innovation, en particulier quand on la compare à d'autres zones géographiques, en particulier les États-Unis. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique de gauche qui retrace l'évolution du PIB par habitant aux États-Unis et en zone euro sur les 20 premières années globalement du millénaire, avec le fait que avant la crise financière de 2008, la croissance du PIB par habitant était sensiblement similaire aux États-Unis et en zone euro, mais qu'on constate une forme de décrochage à partir de 2010 de plusieurs dixièmes de points. Et parmi les différents facteurs de croissance, cet écart peut s'expliquer en particulier par le déficit de productivité de l'Europe comparativement aux États-Unis. Et ce déficit de productivité, il est induit en particulier par des volumes d'innovation insuffisantes qu'on peut voir à travers des volumes de dépenses en faveur de l'innovation plus faibles. Donc, c'est le deuxième graphique que vous pouvez observer sur la slide, où on observe que le taux d'investissement en zone euro est inférieur de 2 à 3 points en pourcentage du PIB aux États-Unis sur la période. En l'état, du coup, cette dynamique a vocation plutôt à perdurer. À horizon 2028, le FMI prévoit une croissance moyenne du PIB par habitant de plus 1,9% par an aux États-Unis, contre plus 1,4% par an en zone euro. Et en conséquence, si on veut d'une part assurer un rattrapage de la croissance plus faible des 20 dernières années et pour l'avenir assurer une dynamique similaire de croissance, il y a l'enjeu d'accroître les financements européens pour l'innovation et les entreprises, si on souhaite donc inverser cette dynamique. Ensuite, comme l'a dit Alizée, on fait face à des besoins d'investissement nouveaux, en particulier dans le contexte de double transition écologique et numérique. Le rapport Draghi, publié l'année dernière, chiffrait ainsi à entre 750 et 800 milliards d'investissements annuels supplémentaires, donc par rapport à tous les investissements qui sont déjà faits, si l'Union européenne veut atteindre les objectifs de transition environnementale et numérique fixés par ses plans stratégiques, en particulier la neutralité carbone à horizon 2050. Et ce sont des chiffres, du coup, sans les éventuels investissements supplémentaires qu'on pourra avoir, par exemple, en matière de défense, comme Alizée l'évoquait. Et du coup, si on s'intéresse à la typologie de financement dont on peut avoir besoin, on observe que les entreprises européennes ne disposent pas des financements les plus appropriés en termes de financement de l'innovation, notamment du fait d'un financement en fonds propres insuffisant. Je crois qu'on a un petit problème de connexion. Est-ce que vous nous entendez à nouveau? On vous a perdu une minute. Ok. On a eu un petit problème de connexion, désolé pour ça. Si tout va bien, on est de retour de façon pérenne. Je disais qu'on observe qu'il y a un financement en fonds propres insuffisant pour les entreprises européennes. C'est ce que vous pouvez voir notamment sur le graphique de gauche qui montre l'origine du financement des entreprises dans l'Union européenne et aux États-Unis, montrant que c'est la colonne de gauche, que le financement des entreprises en Europe est principalement d'origine bancaire à hauteur d'à peu près 70%, alors qu'à l'inverse, les entreprises américaines se financent à hauteur d'à peu près 75% sur les marchés. Or, le financement bancaire est réputé moins favorable à l'innovation pour des raisons structurelles. Et le financement des entreprises européennes sur les marchés
est du coup insuffisant, ce qui se reflète aussi quand on regarde par exemple la part de l'Europe dans la capitalisation boursière mondiale, où on observe que c'est le graphique central, que les marchés actions européens forment à peu près 11% de la capitalisation boursière mondiale, alors que l'Union européenne représente 18% du PIB mondial. Comparativement, les États-Unis, comme vous pouvez le voir sur le graphique, représentent 43% de la capitalisation boursière mondiale, alors qu'ils ne représentent que, entre guillemets, 26% du PIB mondial. Donc, on constate ainsi qu'il y a une sous-performance européenne sur les marchés et actions mondiaux, qui est également le reflet de ce plus faible financement en fonds propres des entreprises européennes. Si on regarde le cas des entreprises les plus innovantes, donc les startups, on observe que les startups connaissent ainsi des difficultés particulières de financement, tout particulièrement dans la phase dite de scale-up, donc de passage à l'échelle, qui nécessite des rondes de financement de plus en plus importants, tout particulièrement dans les dernières phases dites de late stage, qui peuvent impliquer des rondes de financement de plusieurs centaines de millions d'euros. Le rapport Draghi, que l'on citait déjà tout à l'heure, indique ainsi par exemple qu'entre 2008 et 2021, 30% des licornes créées en Europe ont déménagé leur siège à l'étranger, principalement aux États-Unis, du fait de ce manque de financement late stage. Le manque d'options de financement pour scale-up se voit aussi dans les volumes de cotation en bourse. Donc, c'est un des chiffres qu'on cite sur la slide. 2/3 des cotations en bourse, donc des IPO, des startups européennes, ont eu lieu hors de l'Union européenne en 2023. Et du coup, ce manque de financement en fonds propres des entreprises peut être jugé d'autant plus problématique qu'une partie de l'épargne des ménages européens, dont on vous parlait tout à l'heure, est investie en fonds propres, mais hors d'Europe. Effectivement, on peut souligner que l'épargne, lorsqu'elle est immobilière, elle ne peut pas bouger, mais l'épargne, lorsqu'elle est mobilière, et en particulier le patrimoine financier, peut être mobile et donc, a fortiori, investir en actions, en obligations à l'étranger. Le graphique que je vous ai montré tout à l'heure ne spécifie pas si ces actions et ces obligations sont in fine dans des entreprises françaises ou étrangères. L'économie américaine capte en effet des investissements des ménages européens, de la même manière que l'économie européenne capte des investissements américains. En particulier, ce chiffre de 20% qui est ici, on spécifie que les investissements de portefeuille de la zone euro, donc tous les investisseurs confondus, représentent 20% du patrimoine financier des ménages de la zone. L'un n'est pas le sous-composant de l'autre, mais ça permet d'avoir une représentation un petit peu du montant qui permet de financer en fait certaines actions et obligations américaines. Il convient de souligner aussi que ces investissements permettent d'avoir des revenus pour les investisseurs de la zone euro et aussi qu'il y a des investissements réciproques puisque les investisseurs américains investissent aussi en zone euro. Voilà. Du coup, dans ce contexte général qu'on a pu évoquer, on peut se demander quels leviers de politique économique peuvent être utilisés pour davantage faire contribuer l'épargne des ménages au financement de l'économie européenne. Et donc, si on réfléchit en deux temps, déjà au niveau de l'Union européenne, le chantier dit de l'Union de l'épargne et de l'investissement doit justement contribuer à la réallocation de l'épargne des ménages européens vers l'économie productive. Donc, cette stratégie d'Union de l'épargne et de l'investissement, elle a été présentée par la Commission européenne dans une communication dédiée le 19 mars dernier, au cours de ses premiers 100 jours. Et elle a vocation à adresser de façon holistique les enjeux de financement de l'économie européenne, à la fois bancaire et sur les marchés, en fusionnant notamment les chantiers d'union bancaire et d'union des marchés de capitaux qui pouvaient être poussés depuis la décennie précédente. La stratégie d'Union de l'épargne et de l'investissement, elle se veut orientée autour de 4 piliers, que vous pouvez voir sur la gauche de ce slide. Donc, citoyen et épargne, investissement et financement, intégration et passage à l'échelle et supervision efficace et harmonisée. Donc, on va s'attarder surtout sur le premier, considérant la thématique de ce clé du trésor. Mais l'idée, c'est que tous ont vocation à soutenir l'approfondissement des marchés européens de capitaux, notamment en facilitant leur plus grande intégration transfrontière, avec l'idée de générer des pools de capitaux plus importants, qui sont mieux à même de répondre à nos besoins d'investissement importants, comme on a pu l'évoquer. Et si on regarde particulièrement les chantiers européens qui traiteront des enjeux d'épargne et qui visent à réallouer l'épargne vers le financement de l'économie, on peut penser notamment à la publication à venir, ce troisième trimestre 2025, d'un blueprint par la Commission européenne sur les produits d'épargne, qui vise du coup à identifier les meilleures pratiques nationales dans chaque État membre en termes d'écosystème d'épargne et à travailler au partage de celles-ci, afin de contribuer à une harmonisation et à une simplification du paysage de l'épargne européen. Ces travaux d'échange sur l'épargne ont vocation à se faire du coup dans le respect de la diversité des différents marchés d'épargne nationaux, dans lesquels du coup il subsiste des différences importantes, notamment en matière de fiscalité. On peut également penser
également à l'agenda le fait de retravailler certaines initiatives passées sur l'épargne qui n'avaient pu connaître qu'un succès limité dans les premières années de leur lancement, afin d'essayer de les remodeler et d'accroître leur portée. On peut penser ici au cas de la directive IORP, donc c'est la directive sur les institutions de retraite professionnelle, qui avait vocation à faciliter le développement de l'épargne retraite professionnelle dans l'ensemble de l'Union européenne. Et dans les faits, on constate que les régimes sont restés très nationaux et qu'il y a eu une très faible harmonisation. Donc la Commission a annoncé sa volonté de retravailler ce sujet. On peut également penser au produit PEP, donc c'est le produit pan-européen d'épargne retraite individuelle, qui créait un produit avec un certain nombre de critères unifiés dans l'Union européenne. Dans les faits, on a constaté que les critères s'étaient avérés un peu trop rigides et que le marché notamment ne se l'était pas approprié et la commercialisation du PEP avait été un échec relatif. Donc voilà pour les principales annonces au niveau européen, avec à côté les autres chantiers que j'évoquais, de supervision, d'intégration, qui visent à faciliter l'activité transfrontière des investisseurs institutionnels, notamment par une plus grande intégration de la supervision des acteurs comme les fonds d'investissement, également une plus grande intégration de ce qu'on appelle le post-marché, donc c'est toute la logistique associée au règlement des transactions sur actifs financiers. Et du coup, cette activité d'intégration a vocation à permettre aux investisseurs institutionnels d'étendre leur périmètre d'activité et par conséquent de répercuter cela aux investisseurs retail, en particulier en termes d'opportunités d'investissement. Donc, à côté de ces travaux de l'Union européenne, on peut également penser il y a également des travaux qui sont conduits en intergouvernemental. Plusieurs États membres, dont la France, ont souhaité du coup, contribuer à faire avancer ces travaux sur l'épargne. Et ils ont, avec le lancement début juin 2025 du label intitulé Finance Europe. Donc, cette initiative s'inscrivait dans le cadre du laboratoire ce qu'on appelle le laboratoire de compétitivité, lancé par l'Espagne au printemps 2025. Le laboratoire de compétitivité, c'est un nouveau format de travail intergouvernemental qui se veut une forme de coopération renforcée assouplie, qui réunit au moins 3 États membres qui souhaitent travailler ensemble sur un sujet dédié pour aligner leur réglementation ou leurs pratiques nationales ou développer des projets communs, avec du coup une volonté affichée des pays volontaires, donc l'Espagne au premier rang et également la France, de centrer les travaux sur l'union de l'épargne et de l'investissement. Et le premier projet concret était donc ce label pour les produits d'épargne européens, dont le nom a été in fine Finance Europe. Donc, il y a eu du coup différents travaux interadministration qui ont associé la Commission européenne, qui ont donné lieu à la signature de la charte de ce label Finance Europe par 7 États membres. Donc, vous voyez les drapeaux posés sur le côté droit de la slide, donc France, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Portugal et Estonie, qui ont donc signé cette charte à Paris autour du ministre Eric Lombard début juin. Donc, le label européen Finance Europe, qu'est-ce que c'est? C'est un label qui a vocation à s'appliquer aux produits d'épargne qui respectent plusieurs critères cumulatifs. Le premier, c'est d'avoir au moins 70% de leurs actifs investis en Europe, Europe entendue comme l'espace économique européen, donc qui inclut également les Norvèges, le Liechtenstein et l'Islande, d'avoir une durée minimale d'investissement d'au moins 5 ans, afin de répondre aux besoins de financement de long terme des entreprises qu'on a pu évoquer précédemment, d'avoir un investissement qui se fait prioritairement en fonds propres, donc notamment en actions cotées et non cotées, pour répondre aux besoins des entreprises européennes, et enfin une absence de garantie en capital qui permet de garantir un degré de risque suffisant dans les portefeuilles pour conduire notamment à un meilleur financement de l'innovation. Le respect de ces différents critères a vocation à conduire à l'octroi d'un avantage fiscal pour les épargnants qui auraient investi dans un de ces produits d'épargne. L'avantage fiscal en question étant laissé à la discrétion de chaque État membre afin de l'adapter au régime fiscal en vigueur pour les produits d'épargne valant national. On repasse la parole à Dorothée pour la conclusion de ce webinaire. Merci beaucoup à toutes les trois. Alors, vous voyez s'afficher nos dernières publications qui sont pas sur ce sujet, mais qui donnent aussi une idée des sujets qu'on couvre. Je pense que ça vous a donné un bon aperçu, je dirais, du panorama de l'épargne des Français, à la fois des raisons pour lesquelles ce paradoxe de l'épargne qui reste très élevé ne nous semble pas forcément tant que ça un paradoxe, et on s'attend à une baisse progressive et graduelle du taux de l'épargne qui va
être un facteur de soutien à la croissance dans les prochaines années, et des sujets d'allocation de l'épargne et des initiatives récentes et des réflexions en cours sur la manière de mieux la mobiliser pour le financement de l'économie. Alors, on a pas mal de temps pour les questions. N'hésitez pas à en poser. On a quelques questions qui sont arrivées. N'hésitez pas à en poser davantage sur les interrogations que ça a pu susciter. Peut-être, alors, pour commencer très rapidement, on a une question assez factuelle sur les graphiques en anneaux sur comment sont comptabilisées les actions détenues en assurance vie. Si Alizée, tu voulais clarifier la manière dont, je pense que c'était sur ce graphique, où sont les actions sur ce graphique. Alors, dans ce graphique-là, on s'intéresse vraiment au placement des ménages, on se met du point de vue des ménages, et donc là, les actions détenues en assurance vie sont dans l'assurance vie. Et tout le travail du graphique suivant est justement de mettre en transparence cette détention des ménages, et donc d'analyser où sont les actions détenues en assurance vie, et comme vous pouvez le voir sur ce graphique de mise en transparence théorique, une partie effectivement des placements auprès des assureurs est placée en action, et donc c'est dans la dernière colonne. J'espère que ça simplifie l'analyse. Et ces éléments sont disponibles parce que les assureurs sont soumis à des obligations de mise en transparence de leur bilan qui sont disponibles sur le site de la CPR notamment, et donc on applique en fait ces ratios bilanciels au placement financier des ménages. Merci beaucoup. Alors, on a une question qui est plutôt sur le diagnostic rapport Draghi, puisqu'on met l'accent sur le déficit d'investissement et qui nous demande est-ce qu'il y a d'autres facteurs explicatifs, notamment puisque le décrochage du PIB par habitant apparaît surtout au début des années 2010. Alors, même si tout ça est en base 100 en 2000, hein, donc il y a toujours un écart en niveau avant. Et l'écart de taux d'investissement est visible avant, donc peut-être préciser un peu le diagnostic, notamment du rapport Draghi sur le rôle du déficit d'investissement sur le décrochage européen. Marie-Laure, si tu veux passer. Oui, alors il y a un léger biais effectivement que vous soulignez en juxtaposant les deux graphiques, puisque le différentiel de croissance du PIB par habitant qui est présenté sur le graphique de gauche s'explique en partie par le déficit de productivité de la zone euro par rapport aux États-Unis. Ce déficit de productivité étant notamment expliqué par le différentiel de taux d'investissement entre États-Unis et zone euro, qu'on a pu retracer et qui effectivement était déjà là avant la césure de 2010 qu'on notifie sur le graphique de gauche. Mais du coup, il y a également tous les autres facteurs de croissance à prendre en compte dans la composition de la productivité, qui n'est pas induite seulement par l'investissement, et les autres facteurs de croissance qui expliquent en fait le différentiel. Je fais une réponse très courte, mais si je n'ai pas davantage d'être... Oui, et peut-être, je peux juste pour compliquer. Alors évidemment, sur le graphique de gauche, on voit aussi assez clairement hein, la crise de la dette souveraine en zone euro qui est un peu le point de décrochage. La question ensuite, c'est aussi pourquoi on ne rattrape pas après, pourquoi cette crise a des cicatrices durables. Et l'explication là aussi est sans doute en partie dans les faits sur l'investissement. Ensuite, il y a peut-être quand on soulève le capot du taux d'investissement agrégé, il y a le déficit d'investissement, notamment dans ce qui est le plus risqué dans l'innovation, le fait que l'Europe a raté la vague de la tech et en investissant assez peu dans l'innovation. Il y a l'investissement global. Et il y a en plus ce qui se matérialise d'autant plus dans les sources de croissance des 15 dernières années, qui est l'investissement dans l'innovation nature, dans la tech, où l'Europe accuse un déficit. Et c'est aussi pour ça qu'on se pose la question de comment faire en sorte que cette épargne européenne, qui est abondante, on ne manque pas d'épargne, on ne manque pas de capital, mais elle est investie, on l'a vu en majorité, vers des placements sûrs, garantis, peu risqués, et comment faire en sorte qu'elle puisse s'orienter davantage vers le financement du risque, qui est davantage source de croissance. Alors, j'ai plein de questions qui viennent d'arriver en même temps. Alors, si j'essaie... comment, peut-être pour rester sur les sujets orientation de l'épargne, question sur quelle forme pourrait prendre en France l'avantage fiscal lié au label Finance Europe et à quel horizon pourrait-il être instauré? Oui.
Alors, la décision finale n'est pas encore prise, c'est encore en cours de discussion pour opérationnalisation de façon précise, mais on a des candidats naturels sur les produits qu'on peut labelliser, en particulier, au vu des critères que j'ai pu présenter, le plan d'épargne action, le plan d'épargne retraite, mais qui nécessiterait de connaître quelques évolutions pour pouvoir être labellisé avec le label Finance Europe. Et le Trésor regarde justement en ce moment ce qu'il faut changer, avec une discussion interne en cours pour opérationnaliser le label, mais avec vocation à faire des annonces prochainement à cet égard. Merci. Alors, une question qui est plus pour Laura, mais très honnêtement, je ne suis pas sûre qu'à ce stade, on ait beaucoup d'éléments là-dessus, mais sur le taux d'épargne, qui pose la question, en fait, de y a-t-il un changement structurel du taux d'épargne, peut-il y avoir un changement structurel du taux d'épargne, notamment lié aux nouvelles habitudes de consommation durable, seconde main, réemploi. Est-ce que ça pourrait conduire à un taux d'épargne durablement plus élevé qu'avant? Alors, effectivement, c'est un peu difficile comme ça en l'état de répondre à la question, mais plus globalement, sur la question de la rupture du changement de comportement des ménages, c'est quelque chose qui met du temps à être établi. Il faut trouver un consensus avec une approche par modélisation, il faut estimer une équation de consommation avec le passage de la crise sanitaire, par exemple. Et donc, une autre approche consiste effectivement à interroger les motivations des comportements d'épargne des Français avec des enquêtes comme le fait l'INSEE. Et il semblerait effectivement, entre autres choses, que certaines catégories de ménages mettent par exemple un motif à titre écologique de changement de consommation. Donc c'est effectivement un exemple de changement de structure de consommation, mais on ne peut pas expliquer avec certitude que c'est cela qui explique le haut taux d'épargne en France aujourd'hui. Merci. Alors, je reviens dans les autres questions. Alors, une question assez longue aussi, qui, alors, pour revenir au sujet d'orientation de l'épargne, alors que je peux peut-être résumer en disant, est-ce que donc, la mobilisation des décisions individuelles, notamment avec le label Finance Europe, est suffisant pour enclencher un cercle vertueux de l'investissement en Europe, compte tenu des contraintes réglementaires sur la distribution de produits financiers risqués, de questions de délai, de l'absence de fonds de pension importants en Europe, etc. Est-ce que c'est suffisant? Je pense qu'on peut se dire que, est-ce que c'est suffisant? La réponse de notre point de vue est non. Est-ce que c'est nécessaire et utile? La réponse est oui, mais ça permet peut-être de développer un petit peu plus sur les autres aspects de l'union de l'épargne et de l'investissement qui nous semblent intéressants pour justement enclencher ce cercle vertueux. Oui, complètement. Enfin, ça a vocation à être une approche holistique en travaillant sur plusieurs piliers côte à côte. Donc, pour dire quelques mots justement des autres chantiers de l'Union de l'épargne et de l'investissement, sur investissement et financement, parmi les priorités identifiées par l'Union européenne, il y a tout ce qui est renforcer le financement en capital risque dans l'Union européenne pour répondre notamment aux besoins d'innovation qui est un des facteurs justifiant le différentiel de croissance, notamment avec les États-Unis, de faciliter l'entrée en bourse des startups pour leur offrir une voie de sortie au moment de cette phase late stage, qui est justement le moment critique où beaucoup des startups quittent l'Union européenne, de renforcer les financements publics en la matière, particulièrement à travers la banque, tout ce que peut déjà faire en matière d'union de l'épargne et de l'investissement la Banque européenne d'investissement. Donc, travailler à renforcer le financement de l'innovation d'entreprise par plein de piliers. L'autre pilier, intégration et passage à l'échelle, j'en ai un petit peu parlé, mais l'enjeu, c'est d'identifier toutes les barrières qui peuvent continuer à prévaloir sur les marchés de capitaux dans l'Union européenne et qui empêchent les acteurs d'investir de façon transfrontière et de se développer de façon transfrontière. La Commission européenne a conduit une consultation dédiée au sujet qui s'est tenue sur mai-juin 2025. Donc, elle s'est clôturée courant juin et qui avait vocation justement à recevoir tous les retours des participants de marché et des acteurs publics intéressés par la question pour identifier toutes ces barrières avec vocation à proposer des textes législatifs en 2025 et en 2026 pertinents en fonction des différentes barrières identifiées. Et il y a notamment un des sujets qui est déjà identifié, qui est tout ce qui est enjeu intégration du post-marché, donc toute cette logistique des transactions financières qui a vocation à donner lieu à des actions de l'Union européenne qui seront précisées du coup quand une proposition législative dédiée sera présentée. Et le dernier pilier qu'on mentionnait sur le slide, c'est tout ce qui relève de la supervision. Donc, supervision efficace et harmonisée, pour reprendre les termes de la communication. Donc là, l'enjeu, en fait, c'est d'harmoniser
les pratiques de supervision entre les États membres pour les acteurs de marché, donc que ce soit les fonds, les chambres de compensation, les dépositaires centraux de titres, enfin tous les acteurs qui qui sont impliqués en fait dans le déroulement de transactions financières dans l'Union européenne, à la fois en renforçant la coopération entre les superviseurs, en renforçant le rôle de l'autorité européenne des marchés financiers et en tendant également à une supervision intégrée pour les acteurs qui sont transfrontières et qui présentent un risque systémique pour la stabilité financière dans l'Union. Voilà pour un panorama des autres piliers. Merci beaucoup. Alors, une autre question sur l'inflation perçue, l'inflation ressentie qu'on a montrée. Comment l'inflation perçue est-elle mesurée? Est-ce que cette mesure permet de comprendre l'évolution de la demande des ménages? Donc, est-ce que tu peux préciser un peu quelle est la mesure qu'on utilise et les analyses sur le lien avec les comportements de consommation? Oui, alors en ce qui concerne la différence entre l'inflation ressentie et l'inflation mesurée, donc l'inflation mesurée et l'inflation telle mesurée par l'INSEE. Et l'inflation ressentie, alors là, ce sont des données européennes, et donc c'est sur donc ce sont des enquêtes par l'INSEE qui sont réalisées en France, mais ces données ne sont pas publiques. Et sur la zone euro, c'est la BCE qui se charge d'enquêtes. Et donc les ménages, on leur pose une question sur le ressenti de l'inflation et ils répondent donc à cette question. Donc c'est une mesure qui est qualitative. Je pense, enfin, peut-être pour compléter, c'est écrit en dessous. Enfin, donc quand on demande aux ménages ce qui pensait être l'inflation, on voit que il semble particulièrement donc réagir dans cette estimation à l'inflation sur les produits qui sont des achats fréquents, alimentation, énergie. Et puis, il y a une certaine inertie dans la perception d'inflation, c'est-à-dire que les ménages ne raisonnent pas forcément en inflation sur 12 mois, mais aussi par rapport à certains niveaux d'ancrage. Ensuite, on a fait des travaux plus analytiques pour essayer de voir comment cette inflation ressentie pouvait affecter les comportements de consommation, et on voit un lien. Donc, effectivement, le fait qu'elle baisse plus lentement que l'inflation mesurée fait que, je dirais, ce qui aurait été normalement dans les modèles comme déterminant des comportements de consommation, à savoir l'inflation, en fait, semble être en partie, pas remplacée, mais je dirais en partie substituée par l'inflation ressentie par les ménages. Et donc, ça explique un rebond de la consommation plus lent. Voilà. Alors, est-ce que j'ai tout couvert? Alors, il y a peut-être une question qui était... alors, est-ce que vous savez si le produit d'épargne action français créé dans le cadre du label Finance Europe sera plus avantageux fiscalement que le PEA? Je pense que, comme disait Marie-Laure, c'est des choses qui ne sont pas encore décidées. Globalement, l'idée est plutôt de s'appuyer sur les produits existants et de ne pas forcément créer des nouveaux produits. Mais les questions du périmètre et du traitement fiscal ne sont pas encore tranchées. Et puis, il y avait une question qui était un peu moins dans le cœur de la présentation, mais qui est aussi sur l'orientation de l'épargne, demandant l'arbitrage en matière d'allocation de l'épargne repose souvent sur la différence de rendement. Donc, comment faire pour permettre à l'épargne de financer la transition écologique, dont une partie des actions ne promettent pas de rendement. Là, je peux juste dire quelques mots là-dessus, et puis mes collègues pour compléter si elles le souhaitent. Bon, d'abord pour dire qu'il y a des actions aussi qui permettent à l'épargne qui souhaite se diriger vers le financement de la transition, parce que c'est aussi parfois les préférences des épargnants, de le faire de manière efficace avec des sujets de transparence, d'éviter le greenwashing, donc qui sont des sujets d'information et de transparence sur le caractère véritablement vert des produits proposés, notamment pour l'investissement ESG. Alors en France, par exemple, il y a les labels ISR ou le label Greenfin qui permet d'assurer que les produits proposés remplissent vraiment les critères qui sont souhaités par l'épargnant en termes de financement de la transition notamment. Et ensuite, il y a un autre aspect sur lequel on travaille beaucoup au Trésor, une autre partie du Trésor, mais sur la stratégie de financement de la transition écologique, qui est qu'il ne faut pas forcément raisonner de manière statique quand on pense au rendement d'actions de décarbonation ou de financement de la transition. La rentabilité, elle dépend de la trajectoire future du prix du carbone, de la trajectoire future de la réglementation.
Donc, elle peut être aussi influencée par des leviers de politique publique. Des actions non rentables aujourd'hui peuvent être rentables plus tard ou peuvent être rentables avec des actions de politique publique. Et puis ensuite, oui, il reste un rôle qui va être un rôle de la subvention publique pour financer des actions nécessaires mais non rentables. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que c'est toujours de la pure subvention. Pour des investissements privés, on peut utiliser des outils qui réduisent le risque et qui donc en fait augmentent la rentabilité privée d'investissement, que ce soit des outils de garantie, des outils de prêt, des outils de prise de participation. Donc on peut aussi imaginer une certaine ingénierie financière pour calibrer le soutien public de la meilleure manière et être vraiment subsidiaire au rôle que peut jouer l'épargne et les financements privés. Ouais. Alors, je crois qu'on arrive à la fin des questions. Voilà, si je ne vois pas de questions, donc il me reste à vous remercier pour votre attention et pour la richesse des questions. Et vous donner rendez-vous pour une prochaine édition qui sera sans doute à la rentrée. Et en attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Merci Dorothée. Merci à tous.